Bonsoir à toutes et tous, c'est pas crié trop fort. Je vous présente Gabriel Abrantes, le co-réalisateur de Diamanto. Voilà. Je vais dire deux mots, parce qu'en fait c'est la deuxième avant-première du film qu'on fait. Parce qu'on l'avait montré en juillet déjà. Parce que c'est vraiment un de nos coups de cœur canois. Donc voilà, tant que le film n'est pas sorti, on va faire des avant-premières. Non mais donc on est ravis de t'accueillir. On avait fait une avant-première dans la nuit la plus dingue, ou je sais plus comment on l'avait appelé, mais enfin il y avait une nuit de l'absurde et des choses un peu folles comme ça. Okay. Et du coup ce film-là ouvrait la nuit. Voilà, le film a été présenté à la semaine de la critique à Cannes l'année dernière. Et pour moi, le choc était assez équivalent au choc provoqué il y a quelques années maintenant, 2 ou 3 ans, par les rendez-vous de minuit du Montreuillois Yann Gonzalez. Voilà, parce que ça fait partie d'une espèce de famille de cinéma qui s'échappe entièrement des dogmes sur le nécessaire réalisme du cinéma et qui du coup nous emmène ailleurs avec une espèce de fantaisie, de liberté, de provocation parfois, assez réjouissante. Voilà. Il y avait Bertrand Mandico au Méliès la semaine dernière, qui du coup te connaît, je crois. Voilà, et l'enthousiasme de quelques spectateurs assez jeunes sur la nécessité de ce cinéma aujourd'hui pour s'échapper d'un carcan qui serait comme ça un peu trop formaté, nous a paru assez réjouissant, y compris sur le renouvellement générationnel des cinéphiles et des spectateurs. Donc voilà, merci pour cette folie-là, et merci d'être là pour accompagner cette petite folie. Tu veux dire 2 mots pour présenter le film? Oui, je voudrais juste remercier à vous et au cinéma pour nous accueillir, aussi à la distribution UFO. On peut applaudir UFO, Stéphane et Claire qui sont là. Ouais. Ce soir, c'est un peu le début de notre aventure de la sortie française, alors je suis très heureux. Et il y a des invités très spéciaux qui sont venus par surprise de ma famille. Mon oncle, ma tante et mon cousin et une amie. Alors, voilà, c'est la première fois qu'ils sont applaudis dans une salle de cinéma, du coup. Et je pense que le film, il est un film qui c'est mieux rien dire avant que vous le voyez. C'est ça. Regardez, et après je serai là pour recevoir les tomates. Bonne séance. Merci, à tout à l'heure. Gabriel Abrantes. Alors, on va prendre un peu les choses dans l'ordre chronologique. Je pose quelques questions, puis après on passera la parole à la salle pour des interventions directes. Mais la première question quand on découvre cet ovni total, c'est d'où vient ce film? Enfin, vous avez commencé à travailler dessus comment? Pourquoi vous êtes 2 à le co-réaliser? Enfin, raconte-nous un peu la genèse. Daniel et moi, on s'est connus à New York pendant qu'on était à l'école. Lui, il était dans une école de cinéma, moi dans une école de beaux-arts. Et moi, je voulais faire le cinéma, lui des beaux-arts. Alors, on s'est un peu rencontrés au milieu. Et en 2009, j'ai lui invité pour faire un court-métrage au Brésil. Et c'était un truc, on avait un petit peu d'argent, un petit peu de pellicule, une caméra 16 mm. Et j'ai dit, on improvise, tu viens, on écrit sur place et on pense pas trop, on réfléchit pas trop. Et comme ça, on a commencé notre amitié et notre parcours de travail ensemble, de réalisation ensemble. Et c'était une énorme surprise qu'avec ce film, que c'était un court-métrage un peu fait. Lui, il pensait qu'il faisait de l'art plastique, et moi, je pensais que je faisais du cinéma. Et après, ça a gagné le prix de Locarno de meilleur court-métrage. Nous, on était absolument choqués. On a dit, ok, alors, continuons. Et on a fait encore un court-métrage ensemble, et après ce film. Et ce film, la jeunesse, était en 2010, que c'est 8 ans en arrière, que c'est assez longtemps. Mais c'était... on voulait faire un film autour de l'adoption philanthropique. De quelqu'un très riche qui va adopter quelqu'un qui vient d'un milieu très pauvre pour faire un peu de la pub à eux-mêmes.
et de jouer un peu avec ça, faire un peu de parodie avec ça. Et ça nous pris 8 ans à arriver à ce Cristiano Ronaldo qui adopte son policier, qui investigue son argent et qu'après il tombe amoureux et ça devient plus et plus confus pendant l'heure et demie du film. Mais ouais, 8 ans pour 1h30 de confusion. Et alors, pourquoi ça prend aussi longtemps du coup? C'est parce que vous êtes encore en train de faire des études pendant que vous commencez à travailler sur le film? Parce que c'est compliqué à financer? Parce que vous avez mis longtemps à l'écrire? Enfin, c'est quoi le parcours des 8 ans? Ouais, on appelle ça le financing hell, ou development hell, l'enfer du développement. Que c'est, on a une idée, c'est très bien, une personne aime bien, et après il envoie à des autres personnes, il dit c'est très bien, sauf cette partie. Et après tu essaies de changer cette partie du film. Et après, une autre personne, voilà, j'adore, sauf cette partie. Et après, 8 ans passent et t'as plus du tout le même film, et c'est horrible, et c'est assez triste. Et tu dois recommencer, genre, aux dernières minutes, tu changes tout, sans envoyer à aucune personne. Et comme ça, il ne peut pas dire s'ils aiment une partie ou non. Et comme ça, tu as le film que tu aimes bien. Et c'est bon. Et Diamantino, c'est vraiment comme ça. C'était un film qui était censé être passé en Haïti, au Brésil, en 2010. Et maintenant, c'est un film au Portugal avec Cristiano Ronaldo en 2018. Mais pour Daniel et moi, c'est très important. Je pense qu'on aime beaucoup d'avoir un film qui parle du moment contemporain et des crises politiques qu'on vit maintenant, un peu de ce qui se passe dans l'actualité. Et d'avoir un film qu'on avait commencé à concevoir en 2010 et que ça sort qu'en 2018, ça ne fait pas de sens. Ça n'a pas la même énergie et le même rapport au spectateur, la même reconnaissance de ce qui se passe dans l'écran. Nous, on a des trucs qu'on met dans le film qui se passent pendant le montage du film. On a pris des stock footage, on a commencé à faire un petit peu de montage, genre la pub de propagande du parti extrême droite. C'est basé sur une pub de Brexit financée par les partis de droite d'Angleterre. On a copié exactement de YouTube et c'est un truc qui est sorti vraiment au même moment du tournage. C'est même pas inclus dans le scénario. Alors, je pense qu'on a un plaisir de ça. Mais alors, le prochain film, j'espère que ça prend moins de temps et qu'on peut aller dans notre intuition initiale plus vite, quoi. Parce que si vous faites ça pendant tout le tournage et que l'écriture met 8 ans, c'est-à-dire que vous changez de version de scénario tout le temps. Enfin... Ouais, je pense que le producteur, habituellement, il veut une deuxième version et nous, on donne une première version d'un deuxième scénario. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de réunir dans le même film la question migratoire, la question de la montée de l'extrême droite, la question du clonage, enfin, ces grands enjeux très contemporains, dans un film aussi loufoque et qui les traite de façon aussi légère et dingue? Je sais pas, je pense qu'il y a deux questions. Une, c'est utiliser la comédie pour parler des choses un peu sérieuses. Et Daniel et moi, on aime beaucoup ça. Et la culture qu'on consomme beaucoup, c'est la culture comique, mais qui parle des sujets politiques. Une référence qu'on donne toujours, c'est Lubitsch, que c'est un de mes cinéastes favoris et qui a fait un film anti-nazi, mais il a le fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, To Be or Not To Be. Et que c'est un film qui parle d'une troupe de comédiens polonais et qui essaie de lutter contre les nazis, mais c'est un film complètement slapstick, un film dans la tradition slapstick, mais qui parle du moment plus lourd de l'angoisse plus intense politique du XXe siècle et qui sort au même moment que cette crise est en train d'exister. Et après, c'est normal que toutes les critiques étaient horribles du film. Maintenant, c'est un film de culte, mais à l'époque, le New York Times a dit que le film, c'est le pire film, qui n'a aucun respect pour la vraie souffrance et les vrais problèmes. Mais aujourd'hui, quand moi je consomme la critique politique ou quelque chose, c'est des séries comiques. Aux États-Unis, on a Colbert Reports, le Late Night Show. Et je pense que lui, c'est une des personnes qui arrive à dire des choses qu'on ne peut pas dire. Que la comédie, c'est un outil pour dire ça, ce qu'on ne peut pas dire en mode sérieux. On nous donne plus de liberté. Ce film, il parle beaucoup de liberté aussi, beaucoup de liberté d'oser dire les choses que tu ne dois pas dire.
d'une manière. La comédie, pour moi et Daniel, c'est ça, c'est un outil pour ça, pour transgresser ou casser des tabous, d'une manière. Et l'autre question, c'était... Je me rappelle plus. C'est la meilleure partie de la question, la deuxième. Désolé. Ouais, moi non plus, je ne me souviens pas. Non, cela dit, je développe la première. Il y a plusieurs manières de faire du slapstick et de la parodie. Il y en a une là qui est très affirmée, c'est le besoin de passer par une figure d'idiot, qui est une figure qui traverse toute l'histoire du comique et du burlesque. Hein, mais qu'est-ce qu'elle apporte qu'est-ce qu'il apporte ce choix-là de dire on va balader un personnage stupide qui va nous servir de fil rouge, mais qui va quand même, par moments, réussir à malgré tout être un peu touchant, tellement il est idiot d'une certaine façon. Je pense qu'il y avait plein de raisons pour ça. Un, c'est on voulait faire un personnage qui touchait d'une manière. Et après, je pense que ça sera trop, je sais pas, dans la personnalité de moi et Daniel, d'attaquer un grand footballeur fameux, connu, et dire qu'il est que du mal et que c'est pas bien. Alors on voulait un peu inverser ça et faire une ode un peu sensible, un peu émotive et émouvante autour d'un footballeur hyper riche, de faire une histoire touchante, que ça peut-être renverse quelques des expectations. C'est pas un take-down, c'est une ode. Et après, il y avait quelques références, elles sont un peu étranges, mais Forrest Gump, que c'est un idiot, mais qui vit tous les moments du dernier siècle, ou the end of the 20th century, je parle un peu d'anglais. Et aussi Au hasard Balthazar de Bresson, que c'est le film très connu autour d'un âne qui est abusé par un agriculteur qui veut l'utiliser pour l'agriculture, une jeune fille que l'aime bien parce qu'il est très mignon, des jeunes teenagers qui veulent l'utiliser pour faire le transport des marchandises illégales. Et le pauvre âne, c'est un animal, un bête tellement beau et simple. Il a vraiment aucune culpabilité au milieu de toutes ces influences. C'était aussi une grande influence. Et par dernier, c'est Candide. On essaie un peu de faire un Candide, quelqu'un qui veut croire que le monde est beau et bon, mais il n'y a que de l'évidence du mal autour de lui, qu'il y a toutes ces pressions, soit le parti politique, soit ses sœurs qui veulent que son argent, l'innocent, l'idée de l'innocent, le naïf, l'enfant naïf, c'était vraiment le début du film. Alors, avant de passer par la scène, une des choses quand même les plus frappantes, c'est que j'allais dire, le film boxe quand même dans une catégorie en termes d'impression, de production sur le spectateur qui est assez haute. C'est-à-dire que le film est extraordinairement bien foutu sur un plan formel. La séquence d'ouverture est assez magistrale, par exemple. Du coup, il y a quelque chose de très impressionnant. On a l'impression de voir un blockbuster, en fait. On a essayé, je ne suis pas sûr qu'on est arrivé, mais... Mais alors, pourquoi c'était important de donner cette impression-là? Parce que je pense que le film en joue. Et ensuite, comment il a été produit et qu'est-ce qui fait que vous arrivez à produire des séquences aussi spectaculaires? Le film, il est un petit film, il est un film à l'échelle du financement public portugais, c'est même plus petit que le financement public français. Mais moi et Daniel, on est des réalisateurs qui viennent des États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas de financement public du tout. Et je pense qu'il y a la raison que l'art pop et Andy Warhol ou des artistes comme lui ont sorti d'une culture américaine, c'est parce qu'aux États-Unis, la compétition entre une production artisanale ou indépendante ou cinéma d'auteur est en directe confrontation avec la culture pop. Vraiment, le poids de la culture populaire et de Hollywood, c'est au même niveau que le cinéma indépendant. Si tu n'arrives pas à te confronter avec ça, tu n'as pas d'espace pour exister, spécialement un espace financier. Et alors on a utilisé l'espace financier portugais pour parler de ça. Peut-être c'est une manière un peu perverse de dire ça, mais Daniel et moi, on vient d'une culture où c'est plein de Kim Kardashian, de Rihanna, de Kanye West, de Trump, qui est un star de télé, qui devient le président. Et le film, il est un peu une réflexion de cette culture et d'agrandir dans cette culture, où le peuple, le politique et l'érudite, c'est tout mélangé, c'est un peu, toutes les frontières sont un peu écrasées. Après, si ça c'est positif ou non, et
c'est une autre question, je pense. Quand vous en parlez, Daniel, dans l'extrait, vous évoquez une espèce de mash-up qui, par ailleurs, dans ce mélange des genres-là, travaille aussi vraiment sur des genres cinématographiques comme les accolants. Tu peux développer un peu en quoi ce film peut faire référence à la question du mash-up, dont je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle sache exactement ce que c'est, et du coup, quel genre ça travaille? Mashup, c'est une manière qu'on a utilisée pour parler un peu à les revues et les personnes qui nous font des entretiens. Comment est-ce que vous décrivez le film? Ah ouais, c'est une agglomération de plein de genres, je sais pas quoi. Mais ça vient d'un genre de musique, que c'est un mashup où tu prends un petit bout de rap, un petit bout de country, un petit bout de techno, et tu fais un mashup, tu le joins tout en un gros morceau assez intense. Et notre film, ça joigne un peu plein de genres. Ça joigne comédie romantique, un peu du sci-fi avec les hologrammes, le cinéma de foot ou de sport avec toute l'histoire de Diamantino. C'est un mash-up de genres. Et je sais pas, je pense que Daniel et moi, on adore le cinéma, on adore les genres, on adore les comédies romantiques, les trucs vraiment au premier degré de... On veut que ce couple, au fin du film, ils sont ensemble. On a cet amour, mais en même temps, on est au deuxième degré, c'est presque une vibration entre un amour très simple de premier degré, on veut que ça se passe dans le film, et deuxième, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le genre de comédie romantique veut dire sur notre culture, notre désir comme culture? Et alors, il y a toujours un entre-deux. On veut faire une satire, une parodie une comédie romantique, mais en même temps, on va faire une vraie comédie romantique où enfin le couple est ensemble, enfin, mais on a fait une version un peu différente de l'habituel, je pense. J'espère. Je crois qu'on peut dire ça, oui. Qui veut poser la première question? Moi, j'ai une question par rapport à l'accent du personnage principal. D'où ça vous est venu, cet accent en portugais? Parce que j'ai jamais entendu ça. Alors, c'est un accent des îles Açores. Et Cristiano Ronaldo, il vient de Madeira, que c'est une autre île. Et nous, on faisait des références à quelques sportifs, et Cristiano Ronaldo, clairement, mais on voulait toujours déplacer, prendre une référence à Cristiano, mais faire... Parce que Diamantino, il n'est pas Cristiano Ronaldo, il n'est pas Messi, il n'est pas... aucune des grandes références, il n'est pas Zidane, il est un autre truc. Il est un enfant, un génie sportif, mais il est un enfant complètement innocent. Il a une innocence que peut-être moi je dirais pas que Cristiano a cette innocence. Il a une innocence mais différente. Et alors même quand on prendrait des références à Cristiano Ronaldo, on les mettait un peu plus loin. Et alors c'est un accent de Açores, que c'est pas l'île de Cristiano, mais c'est une autre. Et le comédien Carloto Cotta, que c'est un ami à moi et qui a travaillé avec moi en 3 courts-métrages, lui, il a fait complètement une transformation corporelle pour devenir Diamantino. Il a fait un entraînement avec un PT, on dit PT? Un personal trainer? Un traîneur personnel. Un coach en français. Un coach, ouais. Avec son coach pendant 2 mois. C'était assez vite, mais il était un peu plus gros avant et il a fait tout ça, il arrête de manger, il mange que des petites noisettes et pas de pizza, pas de bière, etc. Il commence à faire un complète, comment est-ce qu'on dit quand on sort les poils? Dépilation. Une dépilation de la poitrine, les jambes et même les sourcils, une transformation physique assez intense. Et son coach, il était des Açores. Et alors, à chaque fois qu'il est en train de changer son corps, il commence à écouter cette voix, il dit c'est trop bien, j'y vais prendre. Parce que la voix, c'est une voix assez mélodique, plus mélodique que le portugais de Lisbonne. Et à moi, ça me touche. C'est un peu rigolo, mais j'ai décidé d'accepter la proposition de Carloto d'utiliser ça parce que ça me touchait beaucoup. Ça me faisait sentir que lui, il était dans un autre univers, un univers plus mélodique peut-être, je sais pas. Et du coup, puisque tu disais que vous mettiez à distance les éléments qui renvoyaient trop directement à Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qui reste comme trace de son identification? Je pense que c'est plutôt les trucs superficiels, le corps, la dépilation, les sourcils, les cheveux, le yacht, les voitures, le Lamborghini, c'est tous ces jouets. Mais après, quand on sort tout ça, je pense que le personnage est assez différent. Même avec le fisc un peu aussi, non?
Non, il a une relation intéressante avec son fils. Et très étrange. Le fisc. Ah, le fils, Oui. Ouais. Ouais, le fils, mais c'est tout ça, c'est pas seulement lui. Oui. Ouais. Mais ça, on a pris de Panama Papers que c'était pas que des grands icônes de sport, c'était. Il y a Almodovar qui était au Panama, il y a Kubrick, ces jeunes filles qui ont toute la fortune de Kubrick au Panama. Alors, c'est n'importe quelle personne riche avait son argent au Panama, mais on voulait jouer avec ça. Ouais. Mais c'était très drôle. Cristiano, il était accusé par l'État pour échapper les impôts. Il a dit mais c'est pas juste. À Messi, vous laissez, à moi non. Mais c'est drôle que ça, c'est son défense. C'est que. Toujours en compétition. Et tu as vu le film? Je pense pas. Sa mère était à Cannes quand ça a sorti. Alors, je sais pas. Mais il y a un avocat qui a dit ils vont avoir 3 choses qui vont exister. Il va voir le film, il va se faire conseiller de quoi il doit dire après avoir vu le film. Ils vont le conseiller de dire qu'il n'a pas vu le film. Et je pense qu'on vit cette réalité. Si on cherche un peu les thèmes qui font le lien entre les histoires, parce que c'est quand même très protéiforme, il y a en particulier des effets d'écho entre plusieurs histoires. Il y a par exemple la dissimulation de la poitrine par le personnage qui fait croire qu'il est un garçon, un jeune garçon, et les seins qui poussent chez Cristiano. Comment est-ce que vous avez travaillé cette question-là de l'identité sexuelle, et pourquoi est-ce qu'elle apparaît dans ce film-là, dans cette profusion de thèmes contemporains? Dernièrement, tous nos films parlent un peu des questions de genre et des questions de sexualité, et en plus général des questions de frontières. Et ce film, il peut être lu comme un ode à la destruction de frontières. Que cette mur élevée par le parti Front National portugais, c'est un peu bête, que aussi et on va même plus loin, qu'on fait un couple lesbien, et après, une des filles décide d'être avec quelqu'un qui n'est pas complètement une femme non plus. Alors, on essaie de casser toutes les frontières, même les frontières qui sont à l'opposé d'une hétéronormativité. On essaie de questionner toutes les structures, soit d'amour, soit de politique, de les exploser un peu, de nous faire un peu. On a essayé de construire la comédie romantique la plus perverse d'une manière, mais aussi libératrice d'une autre. Parce qu'en fin de compte, c'est une histoire d'un père avec un fils, que c'est assez étrange. Mais on a arrivé à la solution narrative pour faire ça fonctionner. Elle n'est pas vraiment la fille, elle n'est pas vraiment jeune, elle n'est pas vraiment un mec. Moi je voulais une scène qu'on n'a pas arrivé à voir, que c'est Diamantino a questionné si lui, il a du désir homosexuel, qu'il est même ignorant à la question de l'inceste, que lui il dit, parce qu'il est vierge dans le film, peut-être je suis gay, parce que j'aime bien mon fils que j'ai adopté. Mais on n'a pas arrivé à mettre cette scène. Mais c'était un peu ça, à essayer de jouer avec tous les codes, à faire un truc qui nous fait un peu inconfortable, au niveau que toutes les règles sont un peu cassées. Mais de faire un truc très beau, enfin, que c'est une relation qu'on peut croire et vouloir qu'elle existe, et qu'on voit le héros footballeur masculin, icône de presque de la misogynie d'une manière, mais en acceptant son nouvel corps, un corps qui est dans une sexualité vraiment pas binaire, il n'est pas femme, il n'est pas homme, et il est heureux d'être avec une fille qui pensait qu'il était un garçon, et la fille qui pensait que lui était un garçon accepte d'être avec lui, même s'il est en train de changer, de laisser sa fille, que tous les codes ils sont un peu plus flous. Ça c'est le but du film, que c'est un ode à l'ambiguïté. En thèse, ça crée un petit effet miroir avec Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico qu'on évoquait tout à l'heure, distribué aussi par Stéphane et UFO, puisque là, pour le coup, les garçons, enfin les filles ont des seins qui tombent cette fois. Ouais, c'est des garçons qui ont des seins qui poussent.
Ça traverse des problématiques tout à fait contemporaines sur l'identité sexuelle. Bonsoir. Alors moi j'avais une question. Je voulais juste savoir si le film avait été montré au Portugal et quelle était la réception là-bas au Portugal, parce que nous on est un peu loin même si on comprend certaines choses, on est un peu loin de tout ça. Peut-être que là-bas il y a quelque chose de plus fort, surtout avec l'image de Cristiano Ronaldo, puis la question politique, tout ça. Il y a un scandale avec Cristiano récent. Le film, la seule fois que j'ai le montré au Portugal, c'était jusqu'avant. Et c'était au festival Queer Lisboa, que c'est le festival trans, gay, et c'était le film de ouverture. Et pour moi, j'étais très heureux. Il y avait plein de personnes qui m'ont conseillé de ne pas montrer, que ça va faire un brand du film, comme un film gay ou queer ou quelque chose, et que ça va faire des personnes ne pas venir voir le film. Je dis, you can all go to hell. On va faire cette ouverture. Et c'était moi, j'étais très nerveux parce que j'ai montré le film à quelques amis portugais, des artistes, et ils regardaient le truc et la référence à Cristiano, et que c'était vraiment un peu blagueur, parodique et un peu méchant. Ils ont dit, putain, au Portugal, ils vont pas avoir une bonne réaction à ça. Et moi, alors, plus que je montrais à des personnes, j'avais d'anxiété, j'ai montré à mon père, il était très fâché avec moi, il m'a dit... t'as cette cible, ce jeune pauvre qui a arrivé à avoir beaucoup de succès dans sa vie, et pourquoi t'as lui choisi comme cible? Et je dis, j'ai pas choisi cette cible, il est juste un icône de la richesse, et je fais une critique à la richesse. Et après on a montré le film, et c'était pour ma grande surprise, on a rempli un cinéma de 800 personnes. Et après, on a ouvert un deuxième de 200, alors à peu près ça. Et moi, j'étais très nerveux. Il y a quelqu'un qui sort du cinéma et dit, c'est fasciste, tu peux pas dire ça de Cristiano. Il est un héros national, tu peux pas faire ça. Mais c'est dommage qu'il a parti avant la critique au fascisme. Ce serait drôle qu'il a resté pour ça. Et les personnes riaient. Alors, ça sent que vraiment, j'ai fait une comédie portugaise que je ne m'attendais pas à faire. Je pensais que je faisais une comédie un peu cinéphile ou je sais pas quoi, mais ça marche vraiment. Et il y a cette présentatrice, Manel Morguedes, la Gisèle dans le film. Elle est très connue là au Portugal, et elle est un peu de droite. Et alors c'est très drôle qu'elle est dans ce film. Mais je pense que c'est un film qui fait ça, mais les personnes ils ont répondu plutôt bien. Après, le film est quand même très très attaché à la ville de Lisbonne, parce qu'on en voit certains des monuments les plus emblématiques, mais on voit aussi ce jardin quasi souterrain, là, qui est quand même très très investi par le film. L'essentiel du tournage, c'était à cet endroit-là. Enfin, qu'est-ce qui fait que la ville est aussi présente? C'était Algarve, c'était autour de Lisbonne, mais je sais pas. Ouais. C'était pas un but, mais on fait un film qui est autour de le nationalisme. C'est pas un film autour du Portugal passé. Le Portugal qui existe dans le film, c'est pas un Portugal qui existe. Le Portugal a une conjugation de partis de extrême gauche qui sont au pouvoir. Alors c'est très loin d'un pays où il y a un parti de droite qui est en train de faire la propagande avec Cristiano Ronaldo. Peut-être ça existe, mais vraiment c'est dans un niche. Et dans les autres endroits en Europe, on a ça vraiment. Alors, on a utilisé le Portugal pour parler un peu de Trump, des États-Unis, de France, le Front National, de l'Autriche, c'est ce qui se passe avec Grèce et en Allemagne aussi. On a utilisé le Portugal comme un exemple de nationalisme, mais c'est pas réaliste, c'est une fantaisie. Les drapeaux dans le film sont les drapeaux monarchiques qui n'existent pas vraiment dans le Portugal, c'est pas les drapeaux nationaux. Juste pour donner l'exemple que le Portugal, dans le film, c'est un Portugal fantastique. C'est ça. Bonjour. Moi, c'est plus une question juste par rapport en fait aux 8 ans que vous avez dit, quand vous avez vu finalement qu'il y avait un réel qui devenait de plus en plus grotesque, et finalement il y avait des éléments de comédie qui étaient déjà présents dans les présidences ou voilà, dans un contexte, et qui sont venus graviter autour du film. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous avez voulu rire et que vous voyez c'était déjà débordé, enfin ça débordait déjà de partout en fait. C'est un moment très, très étrange.
Et c'est un moment où tu essaies de faire la parodie et tu n'arrives pas, ou la satire, ou la caricature. Comment est-ce que tu caricatures quelqu'un comme Trump? Tu n'as que faire un portrait exactement comme lui est, et tu as un truc qui est drôle, non? Alors, tu n'as pas la nécessité d'exagérer les traits. Que c'est très étrange, c'est un moment presque post-moderne que le réel est satire. Ça, ce qu'on a vécu, on voit dans les nouvelles, ça semble que c'est parodique, on rit avec. Et Trump, il était élégé pendant le tournage, et le chef-op et le coréal Daniel Schmidt, mon ami, ils sont américains comme moi, mais moi je suis un peu plus loin parce que j'habite au Portugal pour les dernières 10 ans. Mais c'était le jour assombré, complètement déprimé, quand ils ont arrivé et Trump a venu d'être élégé au président des États-Unis. Et c'est jusqu'à un moment très étrange, comment est-ce que tu fais la comédie autour de ça. Après, je sais pas, on le fait parce qu'on rigole toujours, mais ça fait un drôle d'effet. Je sais pas trop comment répondre à ça. Et plus en plus, on voit ça dans les séries comiques à la télé. Je sais pas si vous avez suivi beaucoup ça, mais il y a un juge du tribunal suprême aux États-Unis qui est élégé. Il est accusé du viol et il y a eu une session spéciale pour l'interroger sur ça. Et après, il y a les séries de comédie aux États-Unis, Saturday Night Live, qui ont fait un petit sketch en rigolant de ça. Ils ont littéralement juste copié, phrase par phrase, mot par mot, le vrai événement. C'est très étrange, t'as rien à changer. Et ouais. Alors on rigole, mais c'est aussi tragique qu'on rigole en copiant le réel. Le petite vidéo là fasciste, faire le Portugal sortir de l'Union européenne, c'est complètement copié d'un vrai vidéo de Brexit. Alors je sais pas, tu te sens mal de faire que la comédie c'est si facile, quoi. Et puis le mur entre le Portugal et l'Espagne est quand même copié sur le mur entre les États-Unis et le Mexique. Du coup, ça apparaît assez récemment, parce qu'effectivement, il y a 8 ans, Trump, il n'existait pas politiquement. Ouais. Et du coup, les idées que tu as eues, qui sont apparues dans le film par la suite, sur les thèmes d'actualité, ils n'étaient pas dans le film au départ? Non, pas du tout. Et c'est venu au fur et à mesure, vous avez décidé de les écrire et de les mettre dans le film. Il avait une architecture générale. Au très début, il avait une personne très riche, très privilégiée, qui adoptait quelqu'un qui était très pauvre, très pas privilégié. Et que cette personne qui adoptait cette personne, la personne riche, voulait faire ça pour des raisons ambiguës. Que peut-être ça pourrait être lu comme un publicity stunt. Ouais. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Oui, un éclat de publicité. J'ai fait une adaptation de scandale pour faire la publicité pour moi-même. Et ça, c'était le début du film à 10 ans en arrière, ou à 8 ans, je ne sais pas quoi. Et c'est toujours l'histoire. Et qu'il y avait une histoire d'amour parce que la personne qui était adoptée montait sur son identité. Ça, c'était la comédie romantique que nous, on trouvait que c'était assez provocatrice, transgressif et drôle. Et que ça parlait d'une politique très simple, de la politique de bonne volonté, de philanthropie, que je questionne beaucoup. Et la différence de classe et économie. Et après, on a changé tous les contenus détails. Alors, la personne riche qui avant était un grand investisseur brésilien a devenu un grand star de foot. Et un personnage qui était un réfugié de l'Haïti après le tremblement de terre a devenu un réfugié de Mozambique. Et alors tous les détails ont changé, mais l'architecture générale a resté pareille. Mais je pense que c'est très important, c'est une référence bête, mais c'est South Park pour moi et Daniel. C'est vraiment un truc hyper vif. Parce que chaque semaine, tu as 10 personnes qui sont autour d'une table et ils lisent les actualités et ils disent qu'est-ce qu'on va faire, qui va faire les personnes rigoler et questionner un peu leur jour à jour. Et alors, c'est presque en live qu'il y a cette critique. Pour nous, c'est un peu important d'être dans le même registre. Après, c'est pas la même semaine, mais c'est le même an. Mais de faire un film qui parlait de
8 ans en arrière, pour nous, c'était un peu plus mou. On ne voulait pas faire ça. J'ai une question pas très cinéphile. Je voudrais savoir où vous avez trouvé les 2 actrices, les 2 sœurs. Je voudrais savoir si c'est des personnes connues. C'est deux comédiennes. jumelles d'ailleurs. Ouais, elles sont 2 jumelles. Et on avait toujours 2 sœurs. Le film il est tellement chaotique qu'on a écrit un peu avec des références un peu plus qui viennent du conte de fées, pour simplifier un peu quelques aspects de l'histoire. Alors on a les sœurs, elles sont presque comme les sœurs de Cinderella, non Elles sont que du mal, elles sont très simples. Et elles sont très mal. Et nous on cherchait même pas des jumelles, c'était juste des sœurs. Mais après notre directeur de casting, il a dit, il y a ces 2 jumelles qui sont des comédiennes. Elles sont venues et c'était un éclat dans le truc de casting, le petit bureau où on était. On filmait. Daniel, il parle pas portugais. Alors, il est vraiment en train d'écouter des voix, des mouvements. C'est intuitif son compréhension. C'est pas une compréhension de la langue. Et lui, il a tombé de sa chaise en riant à cause de la violence qu'elles ont sorti comme ça. Et on a trouvé jusque génial. Une finit le mot de l'autre, la phrase de l'autre, et c'était une énergie qu'on n'a pas trouvée dans Ah oui, là c'est fort. Ouais, un peu trop, mais moi j'adore. Puisque tu tendais une perche tout à l'heure, quelles sont les principales techniques utilisées pour produire les effets spéciaux dans le film? Parce qu'il y a des techniques très différentes les unes des autres. Alors moi j'adore les effets spéciaux, la 3D, le fond vert, tout qui est un peu bricolage, j'adore. Et je pense que c'est parce que je viens un peu de les arts plastiques et j'aime bien faire la peinture ou la sculpture ou je sais pas quoi. Et alors, la manière que je rentre un peu dans le cinéma, ça va dès de mettre la pellicule dans la caméra, l'acte physique de le faire, ou jusqu'à être sur l'ordi, avoir une petite vidéo YouTube d'un jeune de 13 ans de Chine qui m'enseigne à faire un hologramme. Et j'aime bien ce processus un peu pratique de bricolage. Et les références, elles viennent de ces vidéos, mais ces vidéos, ils sont un peu des jeunes partout dans le monde qui essaient de copier des grands effets de Hollywood, de Iron Man, ou, de Avengers, des grands films de super-héros américains. Et alors moi-même, je fais quelques des effets, et quelques-uns, c'est une entreprise que c'est des amis, Irma Lucia, c'est la sœur Lucia, que c'est comme le personnage dans le film. Et eux, ils sont géniaux. Ils ont fait des trucs plus complexes, comme les seins en 3D ou les chiens avec lui qui court. Mais ouais, c'est tout un bricolage. Et le film, je pense qu'elle le rend aussi un peu... Ça fait partie de l'esthétique, que c'est un peu bricolé, les effets. Que ça donne un peu de l'humanité, de la chair du truc. Et ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle a pensé du film? Ma grand-mère, je suis triste qu'elle n'a pas vu encore. Mais j'ai hâte de voir, mais je suis sûr qu'elle va... Elle est toujours plus moderne que nous tous. Ça donne envie de rencontrer ta grand-mère. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel. Gabriel Abrantes.